En 2024, le S&P 500 et les marchés américains ont de nouveau battu des records avec une performance d'environ 25% sur l'année. De son côté, mon portefeuille a généré 33,6% de performance, soit à peu près 6% de plus que l'indice. Le but de cette vidéo est de se préparer au mieux pour aborder les marchés en 2025, avec pour moi un objectif de continuer de garder cette surperformance que j'ai pu avoir cette année par rapport au marché. Et pour ça, il va falloir s'intéresser à toutes les données clés que nous avons eues pour cette année. Je vous dévoilerai également au cours de la vidéo les secteurs qui ont le plus de chances de continuer de surperformer le S&P 500 en 2025, mais également le type d'entreprise dans lesquelles je compte investir pour continuer de conserver cette performance en 2025. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous informer que le jeudi 9 janvier à 20 h, j'organise un atelier en direct qui sera gratuit dans lequel je vous dévoilerai les stratégies que j'utilise pour investir en bourse et crypto-monnaie pour cette année 2025. Alors ce sera majoritairement concentré sur la bourse, étant donné que la crypto-monnaie, ce n'est qu'une faible partie de mon portefeuille, mais on parlera de toutes ces stratégies lors de cet atelier qui va durer à peu près 1h30. Je vous dévoilerai comment est-ce que je sélectionne les actions pour obtenir une surperformance par rapport aux indices, comment construire un portefeuille boursier en moins de 15 minutes par mois quand on est débutant pour se protéger de l'inflation et surtout obtenir une performance 2 à 3 fois supérieure que ce que vous obtiendrez si vous le laissez gérer par votre banquier ou un conseiller financier. Et également, comment structurer votre portefeuille pour qu'il résiste aux crises et surtout pour qu'il vous rapporte de l'argent tous les ans sur du long terme. Vous pouvez vous inscrire à cet atelier via le lien qui se trouve sous cette vidéo. L'atelier sera en direct et il n'y aura pas de replay. Il y a un grand dicton qui dit que pour se préparer pour le futur, il faut avoir connaissance du passé. Donc on va s'intéresser à ce qui s'est passé récemment et dans l'histoire sur les indices, notamment le S&P 500 parce que c'est l'indice majeur, c'est un petit peu lui qui va dicter la pluie et le beau temps en bourse. Il faut savoir qu'en 2024, nous avons performé à 25%, ce qui est exceptionnel. En 2023, l'indice a performé aux alentours de 22-23%, ce qui était également assez exceptionnel. Si on continue de prendre du recul et qu'on revient de 2003 à 2023, l'indice a performé aux alentours de 10% par an et de 2013 à 2023, donc les 10 dernières années, autour de 13% par an. 13% par an sur les 10 dernières années, c'est une des périodes les plus prolifiques de l'histoire en bourse. Il y a eu rarement une période de 10 ans comme ça qui a aussi bien performé et surtout avec aussi peu d'années négatives. C'est-à-dire qu'à part en 2018 où on a fait moins 4% à peu près et en 2022 où il y a eu moins 18%, ça a été très rare que les marchés aient vraiment une croissance comme ça aussi forte sur une période aussi longue. D'autant plus, aux alentours de 2022-2023, pour 100 $ investis dans un indice comme le S&P 500, il y avait 27 $, donc 27% qui allaient dans 10 entreprises. Il y a 10 ans, c'était seulement 14 $ qui allaient dans les 10 plus grosses entreprises. Selon Morgan Stanley, depuis 1950, c'est la première fois qu'on a une croissance aussi rapide et une concentration qui grossit aussi rapidement sur l'indice. Et en 2024, cette croissance a encore accéléré parce qu'aujourd'hui, seulement 10 entreprises représentent 37% de tout l'indice. Et pour aller encore plus loin, 31% de l'indice est représenté par les Magnificent Seven, à savoir Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, Nvidia, Google et Meta. Et ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que ça représente un certain risque. Parce qu'à la base, l'ETF, les indices, donc indexer son portefeuille, c'est-à-dire investir uniquement dans des indices via un ETF, on vendait le n'achetez pas les actions individuellement, achetez la meule de foin. Okay, ne cherchez pas l'aiguille dans la meule de foin, mais achetez carrément toute la meule. Là, on est dans une situation où quand on achète tout ce paquet d'actions qui est censé nous diversifier, être représentatif de toute l'économie, on se retrouve très concentré sur seulement 7 entreprises. Alors certains diront que c'est très bien parce que ces 7 entreprises sont d'une qualité extrême, elles sont excellentes, mais d'autres pourraient dire que ça tue un petit peu le principe de diversification et surtout que certaines sont très surévaluées. La valorisation ne représente plus du tout les bénéfices et ça devient beaucoup trop spéculatif. Par exemple, selon Morgan Stanley,
Les 7 magnifiques sont responsables de plus de 50% de la performance du S&P 500. C'est-à-dire que si on enlève ces entreprises, il y a 50% de la performance qui disparaît. Donc en termes de diversification, on peut se poser la question, est-ce que c'est normal ou pas? Pour vous donner un peu de contexte, le PER de Shiller n'a été que 3 fois dans l'histoire au-dessus de 30. La première fois, c'était en 1929, et ça a été une des pires années de l'histoire de la bourse. La seconde fois, ça a été en 1999, avant l'explosion de la bulle Internet, qui a été encore une fois un ravage énorme, qui a entraîné une décennie perdue, voire plus de 15 ans perdus pour certaines actions. Regardez juste Cisco ou Microsoft. Microsoft, il a fallu attendre 2016 avant que quelqu'un qui investit au pic de la bulle puisse retrouver son argent. 16 ans. Et la dernière fois, la plus récente, c'était en 2021. Et l'année d'après, en 2022, le marché avait reculé de près de 20%. Donc quand on voit l'historique de ce ratio, on peut très bien se dire qu'on est proche d'un moment où potentiellement les marchés vont baisser. La seule fois où le PER de Shiller est allé au-delà des 40, c'était en 1999, juste avant l'explosion de la bulle Internet. Donc est-ce qu'aujourd'hui, la valorisation va encore augmenter? Ça, personne ne le sait, on n'a pas de boule de cristal. Une chose est sûre par contre, c'est que quand on regarde l'historique, les marchés à l'heure actuelle sont à une valorisation très élevée. Si on prend maintenant le PER classique, on se rend compte qu'il est aux alentours de 31, ce qui en fait pas forcément le niveau le plus élevé de l'histoire, mais ça en fait un niveau élevé et largement supérieur à la moyenne historique qui est autour de 16. Maintenant, il y a une chose importante à noter, c'est que depuis 1990, il semble qu'il y ait eu un shift par rapport à ce PER. Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'en 1990, on avait à peu près le top qui était aux alentours de 20. Donc quand le PER était de 20, ça représentait une sorte de plafond pour les marchés, un plafond de valorisation, et ensuite ça a rebaissé. À partir de 1990, ça semble s'être inversé, et 20 semble être devenu le sol. Donc les marchés, quand la valorisation baisse, autour de 20, elles semblent rebondir. Ce qui fait que c'est plus exactement la même chose, c'est-à-dire de dire que la moyenne à 15 est toujours valable, peut-être pas forcément, parce que depuis 1990, on se retrouve à avoir ce support à 20. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'une valorisation à 30 du S&P 500, c'est une valorisation qui est élevée. Ça a été vu que 2-3 fois dans l'histoire, et à chaque fois, ça a donné la même chose, à savoir une baisse. C'est-à-dire qu'on a eu 1999, éclatement de la bulle Internet. On a également eu 2007, et après on a eu la crise des subprimes. 2021, on a eu la fameuse baisse en 2022 de 20%. Et là, actuellement, on est à 30. Donc on est toujours inférieur à ce qu'on a eu en 2021. Mais jusqu'où ça ira? Est-ce que ça va continuer de monter ou est-ce qu'on va corriger dès cette année? Ça, malheureusement, nous n'avons pas de boule de cristal. Le dernier point à constater, c'est Warren Buffett. Warren Buffett, aujourd'hui, il n'a jamais eu autant de cash disponible quand on compare ça aux actifs totaux qu'il possède avec Berkshire Hathaway. Jamais il n'a eu autant de cash. Les 2 autres fois où on a vu un pic dans le cash qu'il possède, c'était avant la crise de 2008 et avant l'éclatement de la bulle Internet. Ce sont les 2 autres fois. Et après, on a pu voir qu'il a investi massivement en réduisant beaucoup sa part en cash. Donc, est-ce qu'on peut estimer qu'on arrive encore une fois sur un plus haut? On ne sait pas. À chaque fois, on peut voir que Warren Buffett est quand même assez en avance par rapport aux crises financières. C'est-à-dire qu'il commence à avoir beaucoup plus de cash 2 à 3 ans avant une crise. Donc, est-ce que là, on est au début et donc on a encore quelques années avant que ça pète? Ou est-ce que là, il a un timing bien meilleur parce que grâce à ses 70 ans d'expérience sur la bourse, il arrive à mieux gérer tout ça? On ne sait pas. Lui, il annonce qu'il a cette réserve de cash pour se préparer aux impôts. Il a toujours des grosses positions, il a quand même des grosses positions encore dans Apple, dans d'autres banques, dans d'autres business, mais à l'heure actuelle, par rapport à tous les actifs qu'il possède, il est sur un niveau historique de cash dans ses comptes. Alors maintenant qu'on a vu tout ce qui pourrait sembler indiquer que ça peut être un peu compliqué cette année, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a aussi beaucoup de bonnes nouvelles qui sont arrivées. On a premièrement, potentiellement, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, qui compte réduire les taxes, réduire les dépenses du gouvernement et tout reconstruire avec l'aide notamment d'Elon Musk. Visiblement, ça s'est bien
Visiblement, ça a été bien reçu par les marchés parce qu'on a eu le marché des cryptos et des actions qui ont très bien réagi à l'élection de Donald Trump. Maintenant, on va voir ce qu'il en sera dans la pratique. Nous avons également les analystes des grandes banques qui estiment qu'en 2025, les marchés, notamment le S&P 500, progressera de 10%. Alors ça, il faut le prendre avec des pincettes parce que si vous regardez leurs analyses pour 2024, pour 2023, pour 2022, en général, c'est rarement bon. Ce que je veux dire par bon, c'est qu'il y a beaucoup plus de chances qu'ils se trompent que ce qui donne une bonne analyse, mais c'est toujours à prendre en compte qu'ils sont positifs et ils estiment que les marchés vont continuer de monter cette année également. Maintenant, ils estiment aussi qu'il y aura une réduction, c'est-à-dire 10%, là où on était 2 fois de suite au-dessus de 20%, là ils estiment qu'on augmentera plutôt que de 10%. Il y a quelques jours également, le 19 décembre 2024, Goldman Sachs, et surtout la partie investissement de Goldman Sachs, a publié une étude, et cette étude est basée sur leur modèle de statistiques pour savoir quelles sont les actions et les secteurs d'activité qui ont le plus de chances de surperformer les marchés en 2025. Donc selon eux, on aurait premièrement le secteur des matériaux qui a de grandes chances de surperformer. Ensuite, les softwares et les services, donc information technology. Troisièmement, les healthcare, donc la santé, ok. Les utilities, donc c'est les services aux collectivités, c'est les fournisseurs de gaz, d'électricité, etc. Et ensuite, le real estate, donc l'immobilier. Ce sont ces secteurs, selon leur modèle de probabilité, qui ont le plus de chances de surperformer l'indice cette année. Donc ça pourrait être intéressant potentiellement de se plonger dans les meilleures entreprises de ces secteurs pour savoir lesquelles sont les mieux placées pour bien performer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo où on rentrerait et on essaierait de trouver les entreprises dans chacun de ces secteurs qui ont le plus de chances de surperformer en 2025. Alors maintenant que tout ça a été vu, comment est-ce que je compte investir pour 2025 et comment je pense que ça va se passer? Alors honnêtement, pour investir, moi, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Je vais continuer de me concentrer sur investir dans des entreprises de qualité à des niveaux de valorisation intéressants. Okay, je vais vraiment viser là le top du top des entreprises à chaque fois qu'il y aura un événement qui fera que l'action chutera. Okay, ça peut être des événements extérieurs, ça peut être un scandale interne, peu importe. Mais l'idée, c'est de trouver des bonnes entreprises à de très bons prix pour aller chercher, encore une fois, de la performance. Ce que je fais en plus en ce moment, étant donné que les marchés sont élevés, c'est que j'ai une marge de sécurité plus élevée. Habituellement, je prends une marge de sécurité entre 10 et 15%. Là maintenant, je prends entre 20 et 30% de marge de sécurité. C'est-à-dire que quand on va estimer que les bénéfices vont augmenter de 10 points d'une année à l'autre, ben avant je prenais 9 points, et bien là je vais prendre 8 voire 7 points. Et si avec cette marge de sécurité prise, on a des rendements toujours intéressants, j'investirai, sinon je n'investirai pas. Je vais également me concentrer sur des entreprises qui ont des faibles niveaux de dette et des faibles niveaux de dette par rapport à leurs concurrents et surtout qui ont des très bons ROIC ou retour sur capitaux investis, retour sur capitaux employés, etc. Je veux vraiment focaliser sur ce type d'entreprise parce que c'est celles qui ont le plus de chances de survivre en cas de marché baissier et surtout en cas de crise qui arriverait. Alors maintenant, si je devais faire une prédiction pour 2025, je pense que sincèrement que 2025 sera plutôt une bonne année, plus une bonne année qu'une mauvaise. Alors peut-être pas toute l'année, mais à part s'il y a vraiment un événement majeur extérieur qui vient tout chambouler, je pense que l'année sera positive, tout simplement parce que déjà, premièrement, on n'est pas sur les plus hauts historiques de valorisation, c'est-à-dire on est sur des plus hauts historiques, oui, mais pas sur le top du top du top. Il y a encore de la marge et je pense que 2025 serait plutôt une année où on irait chercher un peu plus ces marges. D'autant plus qu'on a beaucoup d'éléments qui viennent faire penser qu'on va avoir une augmentation plus importante des bénéfices. Par exemple, les lois Trump qui comptent baisser les taxes, l'arrivée de l'intelligence artificielle qui fait en sorte que qui va faire en sorte que la productivité augmente et qu'il y a encore plus d'argent à gagner pour les entreprises. Donc avec ces éléments, je pense que ce ne sera pas forcément 2025 l'année où on aurait une correction. Je ne pense pas que 2025 sera une année meilleure que 2024 et 2023, mais je pense que ce sera une année globalement positive. Et en ce qui concerne après, je pense que ce sera peut-être potentiellement fin d'année 2025 ou 2026 où on pourrait commencer à avoir certains problèmes, on pourrait commencer à avoir un crack sur les marchés. Alors maintenant, bien sûr, c'est sans compter les signes noirs. Si on a un énorme signe noir qui arrive en 2025, potentiellement, ça viendrait tout changer.
Je pense par exemple à une faillite d'un très gros groupe bancaire ou à une nouvelle guerre, mais qui cette fois-ci est beaucoup plus proche de certains centres économiques, à des pénuries ou des choses comme ça. Là, éventuellement, ça pourrait venir chambouler les choses. Mais s'il n'y a pas d'événement de signe noir, je pense que globalement, les marchés se porteront assez bien en 2025. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous inscrire pour l'atelier jeudi 9 janvier à 20 h heure de Paris. Le lien est dans la description. Soyez bien présents, il n'y aura pas de replay. Je suis d'ailleurs aussi curieux de lire vos sentiments pour l'année 2025 en commentaire, donc faites-le moi savoir si vous pensez que 2025 sera une bonne ou une mauvaise année, quels seront les catalyseurs pour vous de cette année. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.